Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle suisse, un triple assassinat commis à Vevey en décembre 2005. Une histoire qui va nous faire entrer dans l'intimité d'une famille, une famille où on s'aimait assez peu et où on aimait surtout l'argent. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. On est au mois de janvier 2006 à Vevey, en Suisse, sur les bords du lac Léman. Plus chic, plus bourgeois tu meurs. C'est le cas de le dire. Le matin du 4 janvier, Domenico Orlando, qui est jardinier, arrive sur la propriété de Ruth Legeret, une dame de 81 ans pour laquelle il travaille depuis des années. Tiens, les volets sont fermés. D'habitude, elle prévient quand elle s'absente. Et de toute façon, elle ne s'est pas absentée puisque sa voiture est là, garée devant la villa. Et ce qui est étrange, c'est ce bouquet de fleurs et ce colis que le facteur a déposé sur le seuil. Le jardinier sort son téléphone et il appelle le fixe de la maison. Pas de réponse. Alors il s'approche d'une fenêtre et il colle comme ça son oreille au volet. Tiens, il y a du bruit à l'intérieur. Ces chiens, elle en a deux, ils gémissent. Pourvu qu'elle n'ait pas fait une chute ou un malaise. Et donc le jardinier appelle la société de surveillance qui sécurise la villa. Vous savez une double des clés? Vous pourriez venir sur place? J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. L'agent de la société de sécurité arrive, et avec le jardinier, il pénètre dans la villa. Dedans, tout est dans le noir. Et la première chose sur laquelle il tombe, c'est l'un des chiens. Celui qui gémissait, il est à l'agonie. On dirait qu'il n'a pas mangé depuis des jours et des jours. Madame Legeret? Madame Legeret? Le jardinier sait où est la chambre de Ruth Legeret. Et donc il y va. Et il ouvre. Le deuxième chien est là, par terre, dans la chambre, mort. Mais Ruth n'est pas là. Les deux font le tour des pièces, elle n'est nulle part. Dans la cuisine, c'est étonnant. Il y a à manger sur la table, mais la nourriture est pourrie. Et là, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Pouah! La cave! Ça vient de la cave! Ils ouvrent, l'odeur les prend à la gorge. Une horreur! Ils descendent l'escalier et ils trouvent le corps de Madame Legeret en bas de l'escalier, enchevêtré avec un autre corps. Il y a deux cadavres. C'est peut-être sa fille, non? Marie-Chaussée. Il habite avec elle depuis des années. Les deux hommes vont immédiatement prévenir la police du canton de Vaud. Assez vite, les policiers identifient formellement les deux cadavres. Il s'agit bien de Ruth Legeret, mais le second cadavre, ça n'est pas sa fille, Marie-Josée. Marie-Josée a 57 ans. Or, c'est le cadavre d'une octogénaire. Il s'agit en fait de la meilleure amie de Ruth, Marina Studer. Et assez vite, les policiers écartent la piste de l'accident. Elles ne sont pas toutes les deux tombées dans l'escalier de la cave. Parce que quand on examine les cadavres, d'abord il y a du sang, des traces de coups, et surtout Ruth Legeret tient une touffe de cheveux noirs dans la main. Elle a cherché à se défendre. Et on peut parier que les cheveux sont ceux du tueur. Ah, on a aussi trouvé une paire de ciseaux sous le corps de Marina Studer. Est-ce que ça leur a servi à se défendre? Ou est-ce que c'est l'une des armes du crime? Pour l'instant, on ne sait pas. D'après le légiste, le crime remonte au 25 décembre. Bon, je ne suis pas formel sur la date, cela dit. Je dirais autour de Noël. Compte tenu de l'état des corps, je peux pas être plus précis. Les corps sont dans un état de décomposition avancé. Et dans ces conditions, l'autopsie n'est pas facile. Mais elles ont toutes les deux les côtes cassées. Et Marina Studer a le nez fracturé et le poignet cassé. Elles sont mortes sous les coups. On les a frappées à mort. Où?
Eh bien, vu les giclures de sang sur les murs, en bas, au rez-de-chaussée, dans la chambre d'amis. Des cambrioleurs ? Oh, ça pas sûr du tout, parce que la villa était fermée à clé, de l'intérieur. Il n'y a aucune trace d'effraction. Et en fouillant un peu, on trouve sans difficulté des objets de valeur qui n'ont pas été emportés, et même de l'argent liquide, et même des pièces d'or. Alors qui sont ces deux dames que l'on vient de tuer à coups de poing ? Ruth Légeret, d'abord, puisque la villa est à elle. Elle avait 81 ans, elle était originaire de la région de Vevey, veuve d'un architecte qui a fait fortune dans le coin, Charles Légeret. Elle avait 4 enfants, Simon et Marie-Josée, plus 2 enfants adoptifs, François et Ramu, mais Ramu est mort en 1992. Quant à Marina Studer, même âge, 81 ans, veuve elle aussi, d'origine péruvienne et riche elle aussi. Son mari était directeur d'un laboratoire pharmaceutique. D'après ce que disent les gens, Ruth et Marina se connaissaient depuis 30 ou 40 ans. Elles étaient proches comme des sœurs. Et Marina était venue passer les fêtes de Noël et du jour de l'an avec sa meilleure amie. Mais à propos, où est sa fille Marie-Josée ? Le jardinier a dit qu'elle habitait avec sa mère. Elle est médecin à Vevey. D'après ce qu'on dit, elles sont fusionnelles toutes les deux. Les policiers essayent de l'appeler sur son portable. Pas de réponse. Remarquez, c'est logique, son téléphone est là. Il est resté dans la maison. De même d'ailleurs que son passeport et son porte-monnaie. Et surtout, sa voiture. Sa voiture est dans le garage. Bon, les policiers vaudois alertent Interpol, un avis de recherche est diffusé dans la presse. Et en attendant, ils convoquent le fils aîné, Simon, qui vit à Lausanne, où il a repris le cabinet d'architecte de son père. Alors, monsieur Légeret, nous avons une terrible nouvelle à vous annoncer. Votre maman est décédée. Elle a probablement été assassinée. Et là, on pourrait s'attendre à des torrents de larmes. Ah, vous n'y êtes pas du tout. Simon Légeret ne manifeste ni surprise, ni tristesse. Vous savez, j'ai coupé les ponts avec ma famille depuis des années. Je n'ai pas adressé la parole à ma mère depuis plus de 10 ans. En fait, autant que vous le sachiez tout de suite, ce qui a compliqué les rapports entre mon frère, ma sœur, ma mère et moi, c'est l'héritage de mon père. Quand il est mort, on a hérité de lui, mais c'est notre mère qui avait l'usufruit. C'est ça l'origine de la fâcherie. Et là, vous dites, où les méchants enfants ? Vous allez vite comprendre d'où vient le problème. À sa mort, Charles Légeret a laissé une petite fortune. 40 millions d'euros, essentiellement des biens immobiliers. Et Ruth a tout gardé. Tous les mois, elle recevait elle-même les loyers de la totalité de ses biens immobiliers. Bon, ça n'est pas très généreux vis-à-vis de ses enfants, mais en même temps, à chacun de bâtir sa vie. Bref, dès le premier interrogatoire du fils aîné Simon, les policiers s'aperçoivent que le contexte de ce crime, c'est l'héritage. L'argent rend fou. Vous ne le découvrez pas. Monsieur Légeret, quelles étaient les relations de votre frère François avec votre mère ? François, c'était le chouchou de ma mère. Je peux vous dire qu'il profitait amplement de ses largesses. Vous sous-entendez que votre frère était en train de capter votre héritage ? Ah, plus que ça, j'ai été obligé de demander la mise sous tutelle de ma mère, pour la soustraire à ses griffes. Et donc, d'après vous, qui est le prochain sur la liste des flics vaudois ? François, bien sûr. François qui a un diplôme d'infirmier, mais qui ne travaille pas. François à qui la mère verse tous les mois une rente de 6 000 euros. François, le chouchou de sa maman. François Légeret habite une belle maison sur les hauteurs de Vevey. Les policiers vont chez lui. Personne. Ils l'appellent,
Pas de réponse. Alors il se met en planque devant chez lui. Et au milieu de la nuit, il voit de la lumière à l'intérieur. Il ne leur a pas ouvert, mais il est chez lui. Et donc, dès le lendemain matin à l'aube, il l'interpelle. « Monsieur Lécheret, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre mère, Ruth, a été assassinée. » Lui non plus n'a pas l'air très peiné. Ils ont le cœur sec dans cette famille. « Monsieur Lécheret, quand avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ?»« Écoutez, sauf erreur de ma part, le 16 décembre, je crois. Je suis passé la voir chez sa coiffeuse, Nathalie. Elle y va, enfin, elle y allait tous les vendredis. » Il dit qu'il est passé la voir pour lui demander de l'argent. « Et votre sœur, monsieur Lécheret, Marie-Josée, savez-vous où elle est ?»« Oh, je suis brouillé avec Marie-Josée. J'ai l'impression qu'elle a tenté de m'éloigner de ma mère, pour reprendre l'ascendant sur elle, enfin, vous voyez. » Assez clairement, on est sur une piste familiale. Mais qui ? Qui a tué Simon, l'aîné ? François ? Marie-Josée, toujours introuvable ? Avant de demander aux deux premiers où ils étaient à l'heure du crime, il faudrait savoir quand précisément le crime a lieu, et donc reconstituer l'emploi du temps de Ruth et de son amie Marina. On a vu Ruth et Marie-Josée faire des courses à Vevey le 23 décembre. C'est d'ailleurs là, dans le centre-ville, que Marina Studer les a rejointes pour passer les fêtes de Noël. Et après, on a peu d'indications. Dans la villa, le programme télé est ouvert à la page du 24 décembre. Et puis vous vous souvenez du colis et du bouquet de fleurs retrouvés sur le pas de la porte. Le postier qui les a livrés dit qu'il s'est présenté le 24 entre 10h et 10h30. Oh, j'ai sonné, mais personne n'a répondu. Hein. Donc, le 24 décembre, veille de Noël à 10h du matin, elles sont déjà mortes. On les a donc tuées entre le 23 décembre au soir, date de l'arrivée de Marina, et le 24 au matin. On a aussi un témoin, une femme, qui a vu la fille, Marie-Josée, faire ses courses au centre commercial Saint-Antoine le 24 décembre au matin. Oh, je me souviens. On a échangé quelques mots. Elle avait le caddie plein de courses de Noël. Il était quelle heure, madame ? Fin de matinée, autour de midi. Son ticket de caisse indique qu'elle est passée en caisse à 11h45. Et là, je vous rappelle qu'on retrouve la voiture de Marie-Josée dans le garage de la villa. Donc, elle est repassée chez sa mère après. Seulement, vous pouvez fouiller le frigo et les placards, il n'y a pas de trace de ces courses de Noël. Aucune. Dès lors, Marie-Josée, la fille de Ruth, est clairement dans le viseur. D'autant qu'il n'y a pas que ça. Vous vous souvenez des mèches de cheveux que le légiste a retrouvées dans la main de Ruth Lécheret ? Elles ont été analysées. Ce sont les cheveux de Marie-Jo. En attendant de retrouver Marie-Jo, les policiers reconvoquent son frère aîné, Simon. « Monsieur Lécheret, pouvez-vous nous donner votre emploi du temps du 24 décembre, s'il vous plaît ? » ?»« Oui. J'ai préparé le réveillon avec mon épouse. On est restés ensemble à la maison. On a emballé les cadeaux. Puis le soir, nous sommes allés fêter Noël chez mon cousin. Où il y avait bien 20 personnes, vous pouvez vérifier. Hein. François Lécheret, le fils adoptif, est également réentendu. Le 24 décembre, il dit qu'il passe la matinée à faire ses courses de Noël, sans d'ailleurs trouver ce qu'il voulait, dit-il. Il dit qu'ensuite il rentre chez lui et qu'il passe un long moment avec sa compagne. Et puis en milieu d'après-midi, on est allé chez mes beaux-parents pour le réveillon. Du coup, les policiers convoquent sa compagne, Virginie, pour vérifier. Et là, c'est très intéressant. Elle confirme que le 24, elle a bien retrouvé François chez lui vers 15h. Mais elle ajoute un détail. Il était très tendu, j'ai trouvé. Et puis il avait une petite blessure sur la pommette gauche. Comme une éraflure, vous voyez, mais assez récente parce que elle était toute rouge.
Je lui ai demandé ce qu'il était arrivé, il m'a dit « Je me suis fait griffer par mon berger allemand ». Virginie confirme qu'ils partent chez ses parents pour le réveillon vers 16h30. Et, quand on est arrivé sur place, François s'est souvenu qu'il avait oublié de nourrir les animaux. Et donc il est reparti, vers 17h. Et il est revenu ensuite à 19h30. Ah ah! Donc il s'absente 2h30, pile dans le créneau du crime. Les policiers vérifient, pour rentrer chez lui nourrir ses chiens, il lui faut maximum 1 heure aller-retour. Et si c'était lui? Alors qui est ce François? Il est d'origine indienne. Les Légerets l'ont adopté quand il avait 9 ans. Et oui, c'était le chouchou de Ruth, ce qui d'ailleurs rendait ses premiers enfants un peu jaloux. Les policiers se rencardent, il a plutôt bonne image. Joyeux, gentil, serviable. Mais d'après son frère aîné Simon, il a aussi un côté sombre. François, c'est quelqu'un qui peut être très agressif, très violent. Il est très autoritaire, il ne supporte pas qu'on aille contre sa volonté. Moi, je pense qu'il est un peu paranoïaque et mégalomane. Une face noire confirmée par Virginie, sa compagne. Ces derniers temps, je l'ai trouvé irritable, agressif. Il s'énervait facilement. Les policiers se sont fait remonter ses comptes en banque. Ah ah! Il a des problèmes d'argent. Les 6 000 € de rente de sa maman ne lui suffisent pas. Il est souvent à découvert, et jusqu'ici, c'est maman qui bouche les trous. Écoutez bien, ces 12 derniers mois, elle l'a renfloué de 170 000 francs suisses, c'est-à-dire 150 000 €, une moyenne de 12 000 € par mois, en plus des 6 000 €. Et d'après ce qu'on dit, sa sœur Marie-Josée était au courant, elle ne supportait pas ça. On a retrouvé des lettres. Tu as sans cesse abusé de la trop grande bonté de maman, et ce depuis des années, c'est écrit. Des lettres qui datent de septembre 2005, c'est-à-dire 4 mois avant le meurtre. Et 8 jours avant sa mort, Ruth s'apprêtait à lui verser 150 000 €. Marie-Josée s'y est opposée, et d'ailleurs, puisqu'elle est introuvable, est-ce qu'elle n'a pas été assassinée, elle aussi? Bref, tout dans cette enquête oriente les policiers vers François. D'autant qu'on vient de recevoir les analyses ADN, on a retrouvé une empreinte génétique sur le col déchiré de la robe de chambre de Ruth Légeré, et c'est l'ADN de François. Et donc les policiers le refont venir, et ils posent ça sur la table. Nous avons retrouvé votre ADN sur le col de la robe de chambre de votre mère, monsieur Légeré. Un commentaire? Long silence, et puis... Oui, c'est vrai. J'y étais le 24. Mais je suis arrivé après le drame. Ah? Alors voyons comment il se dépatouille avec ça. Je me suis rendu chez ma mère pour lui souhaiter de bonnes fêtes. C'est Marie-Josée qui m'a ouvert la porte. Elle avait l'air paniquée. Elle était très pâle. Elle m'a dit, il y a eu comme une bagarre, maman est tombée dans l'escalier. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et là, il raconte qu'il a découvert sa mère morte, et ensuite la copine Marina Studer. Marie-Josée m'a dit qu'elle avait tué Marina, pour l'empêcher d'appeler la police. Et d'ailleurs, elle m'a demandé de l'aider à déplacer les corps, pour faire croire à un accident. Voilà donc comment François se dépatouille. Il accuse sa sœur. Mais le juge ne le croit pas du tout, et le 4 février, 1 mois après le crime, il inculpe François Légeré d'homicide volontaire. Et il le place en détention provisoire à la prison de Lausanne. Mais est-ce qu'on peut être sûr que c'est lui? Pour l'instant, pas complètement. Parce qu'il reste l'hypothèse Marie-Josée. 1 mois que sa mère est morte, et on ne sait toujours pas où elle est. Cela dit, un journaliste a peut-être retrouvé sa trace. On l'aurait vu récemment à Zagarolo, en Italie. Et là, accrochez-vous parce que c'est du lourd. Les policiers apprennent que Marie-Josée Légeré se rend régulièrement à Zagarolo pour y rencontrer un prêtre. Un prêtre
exorciste, Monseigneur Melingo, car elle prétend qu'il y a plus de 30 ans, alors qu'elle était en mission humanitaire au Rwanda, je vous rappelle qu'elle est médecin, un homme l'a envoûtée. Elle pense qu'il lui a jeté un sort maléfique, et donc elle va régulièrement en Italie pour se faire exorciser. Donc Marie-Josée est, pardonnez-moi l'expression, dingo. Et on ne peut pas exclure qu'elle ait tué sa mère. Sauf que d'autres analyses ADN viennent de tomber, pratiquées sur les ciseaux qu'on trouve sous le cadavre de Marina Studer. Et sur la lame, ça n'est pas l'ADN de Marie-Josée, c'est l'ADN de François. Il a réponse à ça, bien sûr. J'ai pu manipuler les ciseaux avant le drame. Je ne sais pas, moi, lors d'une visite chez ma mère. Pour tenter de boucler son dossier, le 24 août, un peu plus de 8 mois après le crime, le juge d'instruction ordonne une reconstitution sur place, dans la villa de Routhelégeret. Un policier joue le rôle de Marie-Josée, dont François dit qu'elle lui a ouvert la porte. Bien. Monsieur Légeret, je vous demande de rejouer la scène, s'il vous plaît. Et donc il sonne. Quand elle m'a ouvert, moi j'ai remarqué tout de suite que ma sœur n'était pas dans son état normal. Elle était paniquée. D'accord? Et comment était-elle habillée, alors? Je ne m'en souviens plus. Ensuite, il joue la scène de la découverte des corps. Il donne beaucoup de détails qui s'avèrent vrais. Donc il était là, c'est sûr. Au minimum, il a vu les cadavres. Mais enfin, monsieur Légeret, vous êtes infirmier. Et vous n'avez pas demandé dans quelles circonstances sont morts votre mère et madame Studer. Eh ben non. Il n'a pas demandé. Donc en l'état, tout l'accuse. Et pour le juge, c'est clair, il a tué sa mère et son amie Marina, et sans doute aussi sa sœur Marie-Josée, qui est toujours introuvable. Et donc il va être jugé pour 3 assassinats. Le procès de François Légeret s'ouvre le 18 juin 2008 devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à Vevey. Dans cette affaire, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas d'aveu, tout repose sur les traces ADN. Et d'entrée, l'accusé réserve une belle surprise à la cour. Juste après qu'on a diffusé les images de la reconstitution, il se lève et il prend la parole. Je veux me rétracter. Tout ce que j'ai raconté au cours des éditions successives et au cours de la reconstitution était faux. En réalité, je ne suis jamais allé à la villa. On a du mal à le croire. Il a donné trop de détails pendant la reconstitution, qui prouvent qu'au minimum il était là, qu'il a vu les cadavres. Et donc après 8 jours d'audience, il est condamné, sévèrement. Réclusion criminelle à perpétuité. Mais ça n'est pas fini, car 2 ans plus tard, en 2010, une émission de la télévision suisse, Zone d'ombre, apporte un nouveau témoignage. Une boulangère de Vevey, Jacqueline Albanese, qui est aussi une ancienne patiente de Marie-Josée Légeret, raconte que le 24 décembre, en fin de journée, Routhelégeret et sa fille sont venus lui acheter une boîte de chocolat et des pâtisseries. En fin de journée, à la fermeture, dit-elle. Or, le scénario du crime, tel qu'il a été retenu par l'instruction et le verdict, c'est que le crime a eu lieu entre 10h30 et 12h30 le 24 décembre. Et donc avant cette visite chez la boulangère. C'est objectivement un élément nouveau. Et donc la chambre de révision est saisie. Et elle est moins frileuse qu'en France, elle ordonne un nouveau procès. Un procès qui est programmé pour le 1er mars 2010 à Lausanne. Sauf que quelques jours avant, la boulangère, qui est le témoin clé, reçoit une drôle de lettre dans sa boîte aux lettres. Un détective privé a enquêté sur votre passé trouble. Nous savons que vous êtes alcoolique et que vous battiez vos enfants. C'est Simon, en vérité, le fils aîné de Routhelégeret, qui a embauché ce détective.
Il explique qu'il est persuadé de la culpabilité de son frère et qu'il a juste voulu vérifier la fiabilité du témoin. Et donc, quand elle vient témoigner devant la cour, eh bien, la boulangère est un peu déstabilisée. Son témoignage est bancal. Est-ce qu'elle a vraiment vu Ruth Légeret et Marie-Josée le 24 au soir ? Ah ben, c'est plus trop sûr. Elle s'est peut-être trompée de jour, c'était peut-être la veille. Et donc, à l'issue du procès, François Légeret est à nouveau condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fait appel, nouvelle condamnation à perpétuité. Et donc, pour la justice suisse, François Légeret est définitivement l'assassin de sa mère, de son amie Marina et de sa sœur Marie-Jo, dont le cadavre n'a jamais été retrouvé. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Étonnante histoire que nous allons débriefer maintenant avec celui qui a porté l'accusation dans ce dossier, le procureur général du canton de Vaud, Éric Cottier. Alors, première question, monsieur Cottier. François Légeret, qui est toujours en prison alors qu'il continue de dire qu'il est innocent, vous n'avez aucun doute? Je n'ai aucun doute sur sa culpabilité, qui a été étayée par un nombre important d'éléments que vous avez mis en évidence dans le récit nécessairement résumé qui vient d'être fait, mais qui figure au dossier et qui ont été analysés en profondeur et en détail par les deux tribunaux qui ont prononcé la condamnation de François Légeret. Le point faible tout de même, c'est qu'il n'y a pas de preuves matérielles, tangibles, incontestables. Alors évidemment, si l'on prononce des condamnations, qu'il s'agisse pour d'affaires importantes en termes d'enjeux ou d'affaires moins importantes que lorsqu'il y a des preuves absolues ou des aveux, encore que des aveux ne signifient pas nécessairement une culpabilité, ce type de jugement-là ne serait pas rendu. Dans tous les systèmes judiciaires, d'une manière ou d'une autre, il y a à un moment donné une place pour la conviction, la possibilité d'écarter un doute lorsque ce doute n'est plus raisonnable. C'est très schématiquement et en résumé ce qui s'est passé dans cette affaire. Mais le doute, puisque vous l'évoquez, en France, il doit bénéficier à l'accusé. C'est pareil en Suisse ? C'est exactement la même chose. Et là, a-t-il bénéficié à l'accusé ? Non, le tribunal a considéré qu'il n'y avait plus de doute au terme de l'examen de l'entier du dossier, après l'audition de très nombreux témoins, étant rappelé qu'aussi bien en 2008 à Vevey qu'en 2010 à Lausanne, ce sont près d'une 50aine de personnes qui seront entendues par le tribunal criminel composé de 9 membres. Parce que l'ADN, il n'a pas tort, François Légeret, quand il dit l'ADN sur le ciseau, par exemple, j'ai pu manipuler les ciseaux de ma mère un jour et mon ADN est resté dessus. Donc l'ADN est à peine quelque chose de convaincant. L'ADN de l'affaire en question, avec de l'ADN de Ruth Légeret sur la poignée des ciseaux. D'ailleurs, les ciseaux ont été retrouvés sous le corps de Ruth Légeret, non pas de Marina Studer. Et puis l'ADN à l'autre bout des ciseaux, soit sur la lame des ciseaux. En principe, on ne laisse pas d'ADN sur la lame de ciseaux si on les tient par la poignée. Il y a une correspondance qui ne peut pas être prouvée, mais une correspondance quand même intéressante par rapport à la plaie qui figure sur le visage de François Légeret lorsqu'il se retrouve chez lui le jour des fêtes, constatée par son ami. Dans votre esprit, monsieur le procureur général, quel est le mobile de François Légeret ? Résoudre ses problèmes d'argent ? Le problème qui a certainement conduit à ce drame du 24 décembre 2005, c'est le litige financier qui est rappelé dans ce que vous avez mis en évidence. Peu à peu, François Légeret, qui dépense nettement plus qu'il ne gagne, qui certes est un millionnaire, mais un millionnaire aux poches vides, puisque sa mère garde l'usufruit sur la partie de la succession qui n'a pas été divisée, puisqu'en réalité, Simon est sorti de cette succession en prenant sa part. François Légeret vit au-dessus de ses moyens, malgré des revenus très importants, vous les avez rappelés, plus de 200 000 francs, soit plus de 280 000 euros en 2005. C'est clair qu'il est au